Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le Club Pancho. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission en semaine Coupe de France. Forcément au rendez-vous, messieurs, dames, et notamment l'analyse du match, de la victoire, de la qualification de l'OGC Nice hier soir à la Mosson contre le MHSC. Victoire 4-1 sur laquelle nous allons revenir. On a le double écran, bien sûr, en direct sur le tirage au sort pour le tour prochain. On va y venir, on va l'analyser, on va un peu donner notre avis. Mais dans un premier temps, on va revenir sur ce match, sur cette qualification, avec les chroniqueurs du soir. Je salue aussi les personnes qui sont sur le chat. Chris, Christophe, Matt notamment. Bonsoir à tous. Prenez place pour une bonne heure et quart de débrief et d'analyse de l'OGC Nice. On va commencer dans un premier temps avec un retour. Ça faisait un certain temps voilà, qu'il était sur le banc de touche. Il a fait quelques matchs avec la réserve. Peut-être la nouvelle année 2024, histoire de bien se remettre les idées en place. C'est Romain qui est de nouveau titulaire ce soir. Salut Romain, comment ça va? Ça va tranquille, hein. Par contre, Pancho, j'aimerais bien un effet d'annonce visuelle pour moi. Tu sais, Ah, sur c'est... les écrans, pour que tout le monde sache que, tu vois, tu sais, des feux d'artifice et tout, un peu comme quand on reçoit Paris, tu sais, des trucs un peu en grand, quoi. Bon, Je, enfin, moi. je vais y réfléchir, c'est une bonne idée. Ouais. Merci, Pancho. Il est là également, également un retour, spécialiste de l'OGC Nice, spécialiste également de la Minute Gunner, c'est Flo. Bonsoir Flo, comment ça va? Bonsoir Pancho, ça va très bien. Moi, un petit Nissa la Bella me suffira amplement. Ouais, incroyable. Et puis forcément, l'invité du soir, supporter montpelliérain qui tire un peu la gueule, on va pas vous le cacher. Animateur du Space Twitter, Space MHSC, c'est Mika. Salut Ouais. Mika, comment tu vas? Bonsoir les gars, bah écoutez, pas terrible, hein. Avec les prestations qu'on voit en ce moment, c'est un petit peu compliqué ici. Alors justement, avant d'en parler de ce match, est-ce que tu peux un peu nous parler voilà, du Space MHSC? Bah c'est une idée qui nous est venue il y a 3 ans déjà, ça fait 3 saisons qu'on fait ça tous les lundis à 21h sur Twitter. Et puis en fait, on a lancé ça un peu sur le tard et on a vu le nombre d'auditeurs augmenter, on est passé de 20 à 50 et là tous les lundis on est entre 80 et 100. Donc bah, de fil en aiguille, on a monté une petite équipe de chroniqueurs un peu comme vous. Et puis voilà, tous les lundis soirs, on est là, on parle de Montpellier, on se régale. Et puis c'est une aventure qui dure depuis 3 ans et qui, j'espère, va perdurer et qui perdurera en Ligue 1. J'espère. C'est tout ce qu'on peut vous souhaiter en tout cas. Beaucoup de force à ce projet-là et au Space MHSC. On va parler du match et tu es là Mika aussi pour nous contextualiser un peu, on va dire, la période que traverse Montpellier, hein, qui n'est pas une période, on va dire, très positive, qui fait Non. suite aussi à un mercato hivernal assez mouvementé de votre côté. Est-ce que tu peux un peu nous parler, on va dire, rapidement de la saison, du contexte avant le match de Coupe de France d'hier soir? Voilà, la saison, elle démarre plutôt bien. Tu avais recruté Adam Stamari qui font tout de suite un carton, qui marquent des buts, qui sont directs, dangereux. Du coup, tu surprends pas mal d'équipes. Et puis après, ben, comme on fait un peu du kick and rush, tu vois, on balançait tout le temps des longs ballons sur eux. Les équipes se sont mises à mieux défendre sur ces deux joueurs-là. Du coup, tu as commencé à moins gagner de matchs, à moins marquer, à être moins décisif. Et puis, ça fait pas mal de temps que tu gagnes plus. Le premier, Adam, s'est blessé, l'autre est à la Coupe d'Asie, donc déjà tu les as plus. Tu fais un mercato hivernal où Alors, tu juste perds les Estelle. gars, excusez-moi, apparemment ce sera PG Nice au Parc. Aïe, 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 aïe. dur. Voilà. Bon, voilà, je vous le dis, Pourquoi on n'a pas le tirage? Oh, ça fait parce que c'est chier. sur France 3 apparemment, pas sur Bein. Donc je vous le dis en direct. Voilà, il Putain. faudra refaire l'exploit de 2022. Bon, en vrai, c'est pas infaisable. Voilà, voilà, fin du live, c'était un plaisir de Ouais. d'avoir streamé. Oh. Bon, ça me fait chier. Mika, ce que je te propose, c'est que tu continues ton intervention Ouais. et que nous, on Déprimé, parle, tranquille. on déprimera tranquille après. Enfin, surtout, Alors, on si donnera on un déprime, peu, t'inquiète. on donnera un peu notre ressenti. C'est vrai, on a fait un exploit il y a 2 ans maintenant, mais on y viendra tout à l'heure. Mika, vas-y, je te laisse poursuivre. Ouais, du coup, j'en étais au mercato d'hiver où tu perds Esteve, un de tes meilleurs défenseurs, tu le remplaces par Sagnan. Bon, grosso modo, tu t'affaiblis pas tellement. Puis après, il te manque un neuf, tu vas pas le chercher. Tu as Belanda Stambouli qui te font des appels du pied, tu les reprends pas. Tu vas chercher Koulibaly, Caramo, enfin des joueurs moyens.
du coup, et qui n'ont pas l'identité du club, ça ressemble pas au Montpellier Hérault. Donc, il y a une petite fracture du coup qui s'est créée entre le club et les supporters. Et du coup, les résultats sont pas là, les recrues performent pas. Tu mets plus un pied devant l'autre, tu gagnes pas un match. Là, tu vas recevoir Lyon et Metz consécutivement. Je crois que si tu prends pas 4 à 6 points, ça va chauffer. Ça va chauffer à Montpellier. Ouais, effectivement, donc ce match, messieurs, victoire 4 buts à 1, qualification en quart de finale. Quart de finale qui sera joué au Parc des Princes, comme Flo nous l'a Est-ce que tu veux le tristement. tirage complet ou pas? Alors, honnêtement, pas vraiment. Ok, voilà. On Juste pour reviendra savoir. sur les autres affiches plus tard. Donc, quart de finale au Parc des Princes contre le Paris Saint-Germain. Victoire 4 buts à 1, je l'ai dit. Buteur Youssouf Louché, chaud. Alexis-Claude Maurice sur penalty. Contre un but de Modibo Sagnan vers la 70e minute de jeu. Votre ressenti, déjà, peut-être Romain, sur cette rencontre, sur cette qualification. Peut-être un mot qui définirait un peu ton état d'esprit après la rencontre. Bon, pour la rencontre, non, j'étais content, hein. Franchement, 4-1, c'est très bon résultat. Franchement, c'est un match de coupe, tu peux t'attendre à tout. On a été présent malgré une équipe un peu remodelée. Donc ça a donné un peu du temps de jeu à Perrault. J'étais très content d'ailleurs pour lui. Après, le contenu, c'est autre chose, on y passera, enfin, on y viendra, pardon. Mais en tout cas, non, résultat très bon. Voilà, ça nous permet d'aller faire un petit tour au Parc des Princes. Franchement, c'est. Ah, je préfère de toute manière perdre en quart de finale qu'en finale, hein. Mais, euh, mais non, non, mais voilà, non, franchement, c'est bien. Je suis très content. Flo, ton ressenti toi sur ce match. On avait pointé sur les dernières semaines un problème d'efficacité offensive. Là, hier soir, on met 4 buts. Le travail a été fait et a été bien fait, du moins sur le résultat. Ouais, ouais, hier, on a même surperformé offensivement et bah, ça fait plaisir. On a réussi rapidement à se mettre à l'abri. La qualification ben, fait du bien. On se retrouve en quart de finale d'une coupe, donc c'est toujours intéressant. Et puis, comme l'a dit Romain, ça fait du bien de voir des joueurs avec un peu de temps de jeu comme Romain Perrault, comme aussi Tom Loucher qui à chaque fois joue, ben, nous donne c'est un petit rayon de soleil, quoi, ce jeune. Et très content aussi d'avoir vu Claude Maurice. Donc voilà, ça fait tourner, on voit des jeunes. J'ai bien aimé aussi les entrées qui ont suivi. Donc voilà, de la jeunesse, ça fait plaisir. Et côté Montpellier, donc on l'avait dit un peu en off, Mika, mais pas mal d'absents dans le 11 finalement. Ouais, il te manque les deux de devant, Adam Stamari, t'as Nordin qui est blessé également. Bon, t'as Julien qui finalement n'a pas démarré la rencontre. T'as démarré à 4 alors que d'habitude tu joues à 5. T'as été à peu près solide à 5, tu passes à 4, t'en prends 3 au bout d'une demi-heure de jeu. Donc ouais, y a rien qui va, il y a des absents, les résultats sont pas là. Et puis ouais, les matchs ils sont très très vite compliqués en fait. Ouais, effectivement, parce que mine de rien, sur cette première mi-temps qui était assez serrée, c'était assez même ouvert, ça allait rapidement d'un but à l'autre. L'OGC Nice, finalement, a plié le match en 10 minutes en étant tout simplement chirurgical. Chose qui était effectivement problématique depuis le début de saison, a été réglée très rapidement. Et c'est la première fois, Romain, finalement, qu'on arrive à marquer autant de buts rapidement et à se rendre le match facile aussi. Bah, il n'était pas facile que pour eux, du coup, le match. Même pour nous, derrière l'écran, il était facile, tu vois, du Hmm. coup. Et ça, non, non, c'est clair que ça fait du bien. Et bah après, c'est comme on disait un petit peu en off, comme tu disais, mais c'est vrai il y a eu une prise de risque un peu plus grande de notre côté avec la frappe de Youssouf qui, je pense, nous sort une belle épine du pied parce Elle qu'on est était en contrée train d'ailleurs cette de. frappe ou pas? On n'arrive pas réellement Non, elle n'est pas non, non, contrée? non, ah, non, 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 elle est pure, elle va en pleine lulu. Mais non, donc je pense que ouais, ça nous enlève une belle épine du pied parce que Montpellier est en train de revenir. Et après, totale réussite. Après, c'est vrai que on a beau dire, ouais, enfin voilà, faut en profiter, c'est vrai, même si le contenu, on en parlait avec Flo tout à l'heure, on y reviendra. Mais après, c'est clair qu'il faut profiter, parce que quand tu vois en championnat que dans les stats, en termes de data, t'es dernier en XG, là, je sais pas trop quoi,
J'arrive pas à dire le mot anglais. Et mais voilà, on est dernier. Normalement, on devrait on aurait dû mettre plus de buts. Donc pour une fois, ça nous sourit. Et, on va pas faire la gueule, hein. Je préfère être là que à la place du collègue, hein. Oui, effectivement. Flo, moi j'aimerais te questionner aussi sur un élément. La composition. Alors, on a marqué pas mal de buts, donc on va parler de la ligne offensive. Il y avait ce choix aussi de faire souffler, je pense, Evan Guessant, qui avait quand même pas mal enchaîné sur les dernières semaines, d'y intégrer donc Gaëtan Laborde, une demande aussi de la part de beaucoup dans la communauté du gym de le mettre à son vrai poste, à savoir au poste de numéro 9. Mohamed Ali Chou, qui était à son poste annoncé lors de sa conférence de presse de présentation, à savoir sur la droite, et Tom Loucher, qui prend ce poste. Alors c'est un peu le couteau suisse, hein. On a deux couteaux suisses, hein, Pablo Rosario et Tom Loucher. Tom Loucher, tantôt milieu de terrain, axial gauche, axial droit, tantôt ailier gauche. Moi, j'aimerais te questionner sur la dimension offensive de ce match. Shaw a été très bon, a été décisif aussi. Comment est-ce que. Est-ce que c'est pas ça finalement, les ailiers qu'attend Farioli, à savoir beaucoup d'activité, beaucoup de courses et en même temps une touche technique. On a l'impression que ça correspond peut-être un peu plus que forcément Gaëtan Laborde sur un côté, quoi. Euh, alors, dans le choix de la ligne offensive, je pense que, alors je sais pas si Romain il sera d'accord, mais en tout cas moi je l'ai plus vu comme ça, qu'en fait Loucher était plus là pour équilibrer le côté gauche, trouver un équilibre, notamment sur le plan défensif, parce qu'on sait que Perrault aime bien aller vers l'avant, comparé à Melvin Barr. Et de l'autre côté, on avait un Ali Shaw un peu plus pour apporter de la percussion et un peu être dans ce rôle de dynamiteur. Donc en fait, moi je trouve qu'on était un peu dans la logique des choix, on était un peu sur la continuité, juste on a Mm. inversé le côté, c'est-à-dire qu'on avait un côté gauche un peu plus équilibré, un côté droit un peu plus offensif. Un peu comme le Quoique rôle de Sanson à Brest, quoi, finalement. Ouais, mais en fait, c'était très équilibré parce que d'un côté, tu mets Perrault avec Loucher, qui est un joueur qui sait bien bloquer le couloir, et de l'autre côté, ben, tu as Rosario, tu sais qu'il n'a pas beaucoup monté, et tu mets Ali Chaud, tu sais que techniquement, il peut se débrouiller dans les 1 contre 1, il n'a pas forcément besoin de dédoublement. Et voilà. Et devant, bon, ben, on avait Laborde en numéro 9. Je pense qu'on en parlera plus tard. Donne-nous ton ressenti. Voilà, là, tu t'es trahi, là. En C'est étant, en compliqué, étant hein. modéré, bien sûr. Ben non, mais en fait, j'attendais beaucoup parce que je me suis dit enfin un Laborde en neuf, enfin un Shaw sur un côté. Après, je t'avoue qu'avant le début du match, je savais pas trop dans quel dispo on allait jouer. Je savais pas si c'était un 4-3-3, c'était un 5-2-1-2, si c'était un 5-3-2. Puis avec Farioli, c'est souvent du système hybride en cours de match, donc des fois tu t'y perds un peu comme après, on voit Sanson ailier, puis après on voit Sanson en 8. Je pense que c'est cette variété tactique qui fait que dans les matchs, tout le temps, on arrive à s'en sortir. Mais je savais pas trop. Mais je me suis dit, bon, quand même, un Laborde en point d'appui et un Shaw qui tourne librement autour, franchement, ça pouvait être sexy sur le papier. Bon, ben, voilà. C'était sexy, mais sans Laborde. D'ailleurs, j'ai une question. J'ai hâte de voir, parce que c'est vrai que là, c'est Flo, ce qu'il a dit, c'est totalement ça. En fait, Boucher, il a remplacé Laborde, quoi, en gros. Même c'est pas le, enfin, c'est le même rôle qu'on attendait de Boucher que ce qu'il a Laborde avec ses efforts, etc. J'ai hâte de voir comment ça va s'articuler avec Boga et Shaw, Mais déjà, en fait, s'ils sont Je, censés être titulaires. en fait je pense Laborde, qu'ils sont pas Laborde aujourd'hui n'est plus titulaire parce que si on imagine un retour de Boga qui était quand même en bonne forme avant de partir à la CAN, Shaw qui est en train progressivement de monter en puissance, Guessant qui, on le dit depuis des semaines et des semaines dans cette émission, qui est quand même, et dans d'autres médias d'ailleurs, mais qui est quand même en très bonne forme, Mofi aussi qui va revenir aujourd'hui. Est-ce que voilà, c'était pas non plus Alors, la dernière chance. Alors oui, l'équilibre défensif de Pan- Farioli. Pancho, je pense que tu es, très positif. Moi, je pense qu'avec Romain, on a la même idée derrière la tête. C'est qu'à mon avis, Laborde, c'est toujours un titulaire et qui va bien Mm. te bloquer ton petit couloir droit et que tu vas avoir le Ouais. droit à ton Mohamed Ali Chaud sur le banc. Voilà, je te le dis. Voilà, je sais pas si tu es Non mais d'accord, Romain, mais franchement, non mais Moi, je vois ça aussi. Mm. carrément. Surtout si Mm. en plus Valentin Rosier prend une place de titulaire à droite. ok. Alors là, tu es sûr que Ouais. Laborde jouera latéral droit. Voilà. Oui, oui, alors Mm. effectivement, c'est assez pertinent de dire ça. Si tu comptes sur Rosier, qui est un profil plus offensif,
qui va un peu plus percuter, effectivement, pour l'équilibre cher à Farioli. Ça peut être intéressant. Qu'est-ce que ça... Enfin, tu ressens quoi, là, Mika, quand on parle de Laborde? Alors, ça doit ça doit... Ah, mais en fait, moi, j'ai l'impression qu'il correspond plus trop au projet niçois. J'ai l'impression quand même que c'est un club qui demande à franchir un palier, à aller dans une autre dimension, à jouer l'Europe, etc. Et j'ai pas l'impression que c'est un joueur qui corresponde au projet niçois actuellement. Et je pense qu'il sera amené à vous quitter peut-être cet été ou dans pas longtemps. Je sais pas, c'est un ressenti de l'extérieur parce que par exemple, hier, j'étais persuadé qu'il allait tirer le penalty. Je me suis dit, c'est le numéro J'ai pas compris aussi. J'ai pas compris. Je suis d'accord avec toi, tu vois. Je me suis dit, mais pour lui redonner de la confiance, Ah pourquoi ouais, tu lui fais pas tirer le penalty? c'est ton numéro 9, il n'a pas mis un but depuis un moment. Tu peux lui donner un but gratuit qui va peut-être lui redonner un peu de peps et tu lui donnes pas. Et ça, c'est vrai que c'est un truc que j'ai pas vraiment compris. Mais je suis pas certain que c'est quelqu'un qui corresponde au projet niçois. J'ai l'impression que vous allez très très vite parce que vous faites un très bon championnat et c'est un club qui, je pense, va évoluer dans le futur. Et j'ai pas l'impression que Gaëtan fera partie de ce projet-là. Est-ce Alors, qu'il il est incompatible dans le projet d'OGC Nice ou dans le projet de jeu de Francesco Farioli, finalement? Plus Je dans le pense, projet de jeu, non? Bah, je pense un peu des deux. Un peu des deux, moi, je pense. Romain? ben, moi, je pense que au final, vu qu'on a la même façon de penser avec Flo, je pense qu'il n'est pas incompatible puisque pour moi, il va le laisser. On n'aura jamais Shaw et Boga titulaires sur les côtés. Vous paraissez dithyrambique. Vous pensez qu'il est autant buté que Bah, ça? oui. bah Ben, après, c'est pas une question d'être buté, Non, mais mais enfin, c'est une question Il après n'est pas de... buté, il est intelligent. c'est- c'est- C'est-à-dire qu'en ouais, fait, c'est que c'est un équilibre et il sait qu'il a, comment dire, il sait qu'actuellement, sur le plan individuel, il n'a pas un effectif monstre, ce qui est la vérité. Individuellement, tu n'as pas des qualités exceptionnelles. Tu as un gros collectif. Ah oui, tu as une bonne individualité à chaque ligne, mais tu n'as pas non plus, comparé à tes concurrents là, enfin, qui sont censés être Marseille, Monaco, Lille, par exemple, bah, individuellement, tu es un peu en dessous. Donc en fait, toi, ce qu'il faut que tu gardes, c'est ta ligne de conduite collective. Et en soi, actuellement, en fait, chaque pierre, chaque base que tu as trouvée qui te garantit cet équilibre-là, Farioli il en est très attaché parce qu'il sait que c'est cet équilibre-là qui va faire que tu vas te maintenir vers le haut. Alors après, tu seras peut-être cinquième, tu seras peut-être deuxième, ça c'est l'avenir qui nous le dira. Mais c'est un coach qui, je pense, il sait qu'il n'a pas les profils au milieu de terrain ou même sur les côtés. Et il dit lui-même dans l'interview qu'il a avec Riolo, il déteste ce déséquilibre et c'est même pour ça que des fois, on ne joue pas vraiment franchement vers l'avant et on préfère attendre parce qu'il n'aime pas avoir ses lignes desserrées. Il le dit clairement, c'est un choix assumé. Alors, Après, c'est un sujet intéressant parce que on en parlera tout à l'heure par Mm. rapport, on va dire, à l'approche tactique. Mais en tout cas, moi, je vais vous donner mon ressenti. J'entends et tout la notion d'équilibre, etc., qu'on entend beaucoup, beaucoup dans les discours de Farioli, mais j'ai quand même l'impression que, tu l'as dit, vous l'avez dit vous-même, il est intelligent. Flo, tu l'as dit, il est intelligent. Donc, il voit aussi la différence que d'avoir sur un match comme hier soir des ailiers comme Tom Louchet et Mohamed Ali Chaud. Alors Mohamed Ali Chaud, il y a des choses que on a aimé, d'autres moins, mais force est de constater qu'il a du volume de jeu, il fait les efforts défensifs, c'est-à-dire qu'il a fait beaucoup de retours, il est décisif, il apporte du déséquilibre offensivement. Qu'est-ce qui aujourd'hui pourrait te faire dire qu'il n'a pas les épaules ou il n'est pas dans une suffisamment bonne dynamique pour être titulaire contre Monaco? Idem pour Valentin Rosier quand tu vois les performances de Jordan Lotomba. On voit un mec comme Rosario hier soir, je suis désolé, mais meilleur que Jordan Lotomba sur les dernières semaines. Si, ouais, moi c'est pas, Tu ouais, le vois c'est dans pas sa incohérent gestion ce que des tu dis, jeunes. mais Pour moi, il n'est pas friand des jeunes, Farioli. Tu le vois dans sa gestion, il est dans l'entre-deux. C'est-à-dire que, enfin, Romain, je ne sais pas ce que tu en penses, mais je pense qu'il n'est pas anti-jeune, mais il est pas. Je pense que voilà, il aime bien quand il y a un peu d'expérience aussi sur le terrain. Et tu vois, par exemple, avec la gestion du Kamenji. Le Kamenji fait deux super matchs, deux super titularisations. Bon, ben, la troisième, il préfère remettre Youssouf Youssouf Arène. Rosario, il préfère mettre Youssouf Rosario plutôt que de te faire enchaîner Mendy. Je veux dire, voilà, enfin, je sais pas ce que tu en penses, toi, Romain, mais moi, j'ai ce ressenti-là. Il est sur de l'entre-deux. Il se cherche encore, il a 34 ans. Pour moi, c'est un coach qui se cherche encore. En tout cas, bah, sur sa gestion de groupe.
Bah, en fait, déjà aussi ce qu'il y a, et après très bien pour lui, mais je pense qu'il s'imaginait pas déjà d'être second à ce moment-là du championnat et tout, et il y a tout qui va très vite. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il peut s'appuyer, et on a de la chance, il peut s'appuyer sur des mecs avec une base solide, des mecs comme Rosario. Rosario, c'est le bon soldat. Euh, et c'est vrai que pour faire entrer des jeunes, et en plus, t'as pas de Coupe d'Europe, t'as rien. Donc c'est vrai que pour faire entrer les jeunes, c'est un peu compliqué, hormis sur les matchs où, bon, les matchs de coupe, mais tu verras contre Paris, Loucher, il jouera pas. Mais après, c'est vrai, comme dit Flo, mais est-ce que aussi, si, enfin, moi, demain, je suis à la place de Farioli, hormis le Kamendi sur le, quand on est allé à Rennes, là, j'ai pas compris. Mais sinon, c'est vrai qu'aujourd'hui, les jeunes, malheureusement, ils sont un peu bloqués parce qu'on n'a pas assez de matchs dans la semaine. Hmm. Je pense qu'il y aurait eu une rotation un peu plus grande si on avait eu plus de matchs à jouer, etc. Mais là, c'est vrai quoi, ils sont un peu bloqués, et qui va faire plus confiance à un joueur comme Rosario, même s'il va pas jouer à son poste, qu'à un jeune. Et Hmm. voilà, après, pour l'instant, ça lui donne raison. De Mais c'est C'est vrai que toute c'est- pour c'est façon, l'instant, grâce au match que tu as en Coupe de France aussi que tu peux voir l'émergence c'est là où tu les as de vus au certains jeunes. final. Et d'ailleurs, c'était l'un mm, des points de l'une dans tes émissions précédentes où moi j'avais cité que l'un des points de Francesco, c'était de devoir s'améliorer sur la gestion des jeunes. Parce que par exemple, en début de saison, tu vois pas Buonanni, de toute la saison, il fait aucune entrée, puis d'un coup, il te le sort titulaire. Il passe complètement à côté, tu le revois plus te le faire entrer contre Nantes. Balde, il fait une super entrée contre Monaco. Derrière, il enchaîne une super entrée contre Clermont et encore une excellente rentrée contre l'Or avant de se blesser. Mais malheureusement, il n'y en a que trois. Hier encore, il fait une bonne rentrée, Balde, hein, un peu brouillon par moment, mais bon, pour quelqu'un qui manque de rythme, c'est vraiment très intéressant. Et c'est des jeunes qui n'enchaînent pas. Pour moi, un joueur comme Baldé, c'est un joueur qui pourrait te faire 10-15 minutes par match, en fin de match. Dans des Hmm. matchs qui sont fermés, comme contre Metz, on a eu le week-end dernier, il y a 2 semaines. Enfin, voilà. Pour moi, c'est des joueurs qui peuvent servir et on le voit. Enfin, pour moi, avec les jeunes, ils cherchent encore. Hmm. Mais c'est normal. Comme il a dit Romain, il a 34 ans. Il y a encore 6 mois, il était inconnu en Turquie aux yeux du football, enfin, en tout cas des 5 grands championnats. Il arrive dans un des 5 grands championnats, il se retrouve deuxième, il se pensait jamais là. Hmm. Lui, dans sa tête, c'est pourquoi j'ai changé quelque chose qui marche, en fait. Bon, après, c'est humain, hein, Hmm. Et puis, juste après, ça prend 30 secondes, après, on passe à l'autre sujet, mais rappelez-vous aussi de l'année avec Galtier, où on râlait de voir Boudaoui sur le côté, et on voulait absolument cette attaque à 4, Gouiri, Dolberg ou Delors, et on voulait les deux Hollandais sur les côtés, Kluivert et Stengs. Au final, quand on est passé avec 4 vrais offensifs, l'équipe, elle n'a jamais gagné un match. Oui, enfin, on lui reprochait aussi son immobilisme autour d'un seul et même schéma tactique. Bon, ça, Oui, oui, mais voilà. c'est l'ancien temps. Et ne nous rappelle pas que Christophe Galtier a été entraîneur de l'OGC Nice. S'il te plaît, c'est toujours gênant. Mika, alors, est-ce que tu peux un peu nous donner un peu ton ressenti sur le match du gym d'un point de vue extérieur et la part aussi, on va dire, de la prestation de Montpellier? Alors, heureusement que tu m'invites là et pas après le match de championnat parce que j'aurais eu un tout autre discours. Je vous avais trouvé immonde dans le championnat. On n'avait pas été bon non plus, mais on avait été solide. Et je m'étais même posé la question comment cette équipe peut être deuxième. Vous trouvez, par contre, vous dégagez une solidité défensive qui a toute épreuve. Todibo est monstrueux. Dante fait une saison de dingue. Enfin, derrière, tu sens que ça peut tenir tête à n'importe quelle équipe, même au PSG. Et par contre, hier, effectivement, je vous ai trouvé beaucoup plus séduisant dans le jeu. Ça combine bien, ça sort bien les ballons, c'est assez propre, c'est très chirurgical, comme tu disais tout à l'heure. Vous avez 3 occasions, ça fait 3 buts. Derrière, vous vous mettez directement en gestion. On sent que vous tenez bien le ballon. Ça panique pas. C'est un football voilà, j'aimerais que Montpellier joue un petit peu plus comme ça. Donc de bon augure pour vous, je pense, pour la suite du championnat et pourquoi pas de la Coupe de France, parce que tout n'est pas à jeter, même si vous jouez au Parc des Princes. Donc voilà, moi j'ai bien aimé cette équipe de Nice hier. Je la trouve en progression. Après, attention peut-être à pas sous-estimer certains adversaires, parce que je vous avais vu jouer contre Metz il n'y a pas longtemps. Vous gagnez le match sur un péno, je crois, imaginaire. Je vous avais trouvé très très moyen. Donc je pense que vous savez vous mettre au niveau des équipes du haut de tableau, mais c'est peut-être
un petit peu plus délicat contre les équipes comme Metz, Montpellier. Enfin voilà, je pense qu'il va falloir que vous mettiez un petit coup de gaz, mais vous avez quelque chose à jouer, que ce soit en championnat ou en Coupe de France. Donc une très belle saison pour le gym. Et de notre côté, ben, on va jouer le maintien. Voilà, on se fait chier tous les week-ends, on s'emmerde. Il n'y a pas de foot. Tu viens au stade, c'est morose, il n'y a personne. Franchement, c'est terrifiant. Pourtant, tu es à Montpellier, c'est une belle ville, c'est étudiant, c'est très jeune. Tu devrais faire un lieu de vie où tu pourrais attirer 20-25 000 personnes sans problème, mais tu as une communication ici qui est la pire de France, et j'inclus la Ligue 2 et le National avec. Donc, à partir de là, c'est très compliqué. Tu as un président qui est absent, qui ne parle plus. Tu as des joueurs enfin, certains ne méritent même pas de porter ce maillot. Voilà, on va juste espérer qu'il y ait 3 équipes plus nulles que nous en championnat, et puis essayer de repartir sur une page blanche l'année prochaine. Ce sont des mots forts, là, Mika. Ouais, bah, des mots forts, si tu veux, ça fait. On a gagné un match à domicile cette saison. Le championnat, il a commencé le 8 août. J'ai vu une victoire dans mon stade. C'est assez terrible. Et puis, quand tu vois le jeu proposé, c'est pareil. C'est du kick and rush. Tu envoies des longs ballons devant. Enfin, il n'y a rien. Il n'y a pas de sortie de balle. Il n'y a pas de. Il y a pas de circuit préférentiel, il y a aucune identité, enfin, ça ressemble à rien. Tu as l'impression que tout le monde est paumé sur le terrain, que le ballon il brûle les pieds, que les joueurs n'ont pas le niveau. Ouais, c'est une saison cata. Et malgré ça, on est 12e. Je me demande ce que foutent les mecs derrière, parce que vraiment, avec ce qu'on affiche depuis quelques semaines, c'est vraiment terrible qu'il y ait encore des équipes derrière nous. Ça prouve que ce championnat à 18 est très très faible cette saison. Donc voilà, on va serrer les fesses, comme on le fait depuis 3 ans, depuis que Andy est parti chez vous d'ailleurs. C'est à partir de là que c'est parti un peu en couille. Et on va essayer de se maintenir en Ligue 1. Flo, tu voulais intervenir. Ouais, je voulais dire, le problème c'est que Montpellier, et moi le premier en début de saison, je t'avoue que si je vais faire un pronostic, et je l'avais dit à plusieurs personnes, pour moi tu jouais le maintien cette année, parce que en fait, déjà je pense, ce serait intéressant de savoir, mais je pense que tu es l'une des équipes qui a le moins investi sur les 3 dernières années dans le mercato. C'est Oui. souvent des joueurs libres ou des Ouais. coûts à 500 000 ou 1 million. T'as pas pris le virage, on va dire, qui ont pris beaucoup de clubs de Ligue 1, comme Reims, comme a pu le prendre même les promus. Quand on voit Le Havre, par exemple, bon, Le Havre, ils font avec leurs moyens, mais il y a quand même assez de rotation. Au niveau des coachs, enfin, tu prends de l'arriéré, avec tout le respect que j'ai pour Michel Derzakarian, mais voilà, c'est du recyclage. Enfin, j'ai l'impression à Montpellier, il y a très peu d'idées nouvelles. Il y avait le coup Homelin qui était très intéressant, mais voilà, après, c'est souvent du recyclage. C'est des joueurs qui connaissent bien le championnat ou du français, mais je sais pas, j'ai Toujours l'impression un que très Montpellier, très bon centre de formation aussi. un très Ouais. bon centre de formation, ça c'est vrai, mais c'est un club qui n'a jamais pris le virage comme a pu le prendre Toulouse, comme a pu le prendre Reims, quand même, en termes d'investissement. Et moi, je pense que c'est ça qui vous fait défaut aujourd'hui. Je ne peux pas construire des équipes. En Souvent, fait, les si mecs. tu veux, le problème, il est que nous, le Covid et Mediapro nous a fait très mal. Parce que c'est arrivé à une période où on a un petit peu investi. On a mis 10 millions sur Savanier, on a mis 6 millions sur Omlin que tu viens de citer, on avait mis 6 millions sur Mavididi aussi. Et puis, bam, il y a eu le Covid Mediapro. C'est tout de suite devenu compliqué pour le club financièrement de s'en sortir. Donc, en fait, si tu veux, ça fait 3 ans que tu essayes de te remettre à flot, mais que chaque saison, tu as un déficit structurel d'à peu près 15 millions d'euros parce que tu n'as pas assez de recettes au stade et que tu ne gagnes pas assez d'argent. Donc déjà, ça, c'est très compliqué, ce qui t'oblige à vendre tes meilleurs joueurs. Et le problème que tu disais tout à l'heure, c'est que, en fait, si tu veux, tu vas vendre 3 joueurs, comme par exemple, il y a Wai, Mavididi qui sont partis cet été. Bon, à une échelle moindre, tu as eu Germain, tu as eu d'autres joueurs, mais tu les remplaces par des mecs libres. Et surtout, quand tu en as 3 qui partent, tu n'en prends que 2. Quand tu en as 4 qui partent, tu n'en prends que 3. Bah Donc oui, au c'est final, ça. tu te retrouves avec un effectif où tu inclus des jeunes joueurs, mais qui n'ont pas forcément le niveau de la Ligue 1, donc tu les propulses un petit peu comme ça sur le devant de la scène. Et en fait, ce qui fait que chaque saison depuis le départ d'Andy et depuis 3 ans, tu t'affaiblis et un jour, ça ne passera pas. Un jour, Mais en fait, ce qui m'inquiète, c'est que j'ai envie de dire, c'est pas pour cette année, c'est peut-être pour l'année prochaine, parce que là, actuellement, c'est je ça. vois pas quel joueur serait bancable en fin de saison dans ton effectif. Enfin, tu vois ce que je À veux dire? vendre, Ouais. t'as Si, le numéro 9 là. Chotard. Oui, oui, non. T'as Adams pour moi qui pour moi peut Adam, être la plus c'est un bon breton. joueur quand même.
Mais oui, T'as c'est vrai, Cho- c'est vrai, c'est vrai, t'as c'est vrai. Je les ai Chota, oubliés, et même Tarami, c'est vrai, je les ai oubliés. t'as, Atamari. t'as, J'ai oublié, j'ai oublié. t'as- Non, 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 t'as t'as raison. Tamari qui va probablement, peut-être Mais samedi, il faut une gagner révolution. la Coupe d'Asie et qui est en train de se faire une énorme cote. Je crois qu'il a déjà des offres d'Arabie Saoudite, etc. Donc, tu vendras tes 2-3 meilleurs joueurs comme chaque été si tu te maintiens, et puis tu prendras des joueurs qui sont moins bons. Et en fait, si tu veux, la boucle, elle est interminable. Et si tu changes pas drastiquement de politique de recrutement, Déjà, le coach. Faut prendre des coachs qui. T'avais essayé peut-être avec Dalloglio de prendre un coach un peu plus joueur, mais qui manquait, on va dire, un peu peut-être d'expérience, en tout cas, pour jouer un peu plus haut que le maintien. Mais pour moi, il faut changer cette politique de coach. Enfin, le problème, si tu veux, c'est qu'à Montpellier, quand tu prends quelqu'un de l'extérieur, enfin, c'est un club très. C'est pas comme les autres clubs. Enfin, c'est très particulier, si tu veux, c'est très familial. Et hmm. si tu prends un coach de l'extérieur, comme ça a été fait avec Dalloglio, qui est arrivé avec quelques idées de jeu au début, ça se passait plutôt bien. Mais en fait, si tu veux, dès que ça commençait à perdre, tout le monde l'a dézingué, tout le monde voulait lui couper la tête, alors que là, Der Zakarian a les mêmes résultats que Dalloglio, mais bizarrement, personne ne veut lui couper la tête, tu vois. Donc c'est un club où, ouais, si tu prends quelqu'un de l'extérieur, c'est très compliqué pour lui de se faire une place, si tu veux, dans ce club-là, où tu as des gens qui sont là. En fait, tu as Carotti, tu as Michel Mézi, tu as Laurent, tu as la famille Nicolin. Enfin, tu vois, si tu n'es pas des anciens joueurs, tu as Philippe Delahaye qui est pareil, qui est dans le staff. Enfin, c'est que des anciens joueurs, c'est que des anciens pailladins. Et ce qui fait que ce truc familial, si tu veux, tu restes tout le temps, ils restent tout le temps entre eux, tu t'ouvres pas tellement, Hmm. et un jour, peut-être que tu crèveras en famille, tu vois. Ce que je veux te dire, c'est que ce truc-là, c'est bien quand ça fonctionne. Quand tu gagnes des matchs, voilà, mais quand ça fonctionne moins bien, ben, tu as tendance à te recroqueviller et puis à pas tellement t'ouvrir vers d'autres coachs, vers d'autres joueurs, et puis du coup, ben, ça marche plus, quoi. Et le problème, c'est qu'actuellement, ben, comme tu dis, et je pense que tu as raison, c'est reculer pour mieux sauter. Là, imaginons Montpellier se maintient. Ok, super. On fait quoi cet été? On vend Tamari, on vend Adams, on vend Chotard, et puis on prend des joueurs libres qui vont être moins bons, et puis tu recommences la boucle infernale. En Je fait, prends ça la n'a pas de board. sens. Ça n'a pas de sens. Tu veux la board, tu prends la board. Moi, d'abord, je le prends tous les jours. Parce qu'après, c'est quelqu'un qui, voilà, qui a une super expérience, qui a eu, je pense, une super expérience à Montpellier. Il est très aimé dans la région. Voilà. Et je veux dire, hier, il a été encore applaudi par les 4000 pèlerins qu'on était au stade, là. Oui, c'est quelqu'un qui est très, très apprécié à Montpellier. Et je pense que j'aimerais, moi, personnellement, qu'il revienne. Après, vous, je ne sais pas le contexte, je ne sais pas combien il lui reste d'années de contrat, parce que nous, on ne met pas beaucoup d'argent sur la table. Donc déjà, s'il vaut plus de 2,5 millions ou 3 millions, ça ne sera pas pour nous. Ouais, Ouais. on peut s'arranger. Bon, en tout cas, merci pour ce bilan, somme toute Avec plaisir. réaliste, semblerait-il, mais malgré tout assez pessimiste parce que là, en fait, ouais, il y a danger quand même pour le MHSC Bah, sur il y la a danger. saison. Tu reçois Lyon et Metz, là. Tu vas jouer 2 fois à domicile. Donc, c'est-à-dire que là, tu vas recevoir Lyon qui est en feu, qui vient de battre l'OM et qui vient d'éliminer Lille en Coupe de France. Donc, déjà, ça pue. Et puis derrière, tu reçois Metz qui est j'ai envie de dire, une des seules équipes, peut-être avec Clermont, qui a la même dynamique que nous en ce moment. Donc, si tu veux, tu as ces 2 matchs-là qui valent 6 points. Si tu n'en prends pas 4, ou aller en étant gentil 3, ben, je pense qu'à Montpellier, ça va exploser. Parce que là, il y a une fracture qui est en train de se créer entre une partie des supporters et le club. Parce que les supporters ne reconnaissent plus du tout ce club familial. Tu vois, hier, c'était payant pour les abonnés, les places de stade. C'est pour ça qu'il n'y avait personne, parce qu'il y a eu un petit boycott, entre guillemets. Les gens voulaient voilà, avoir des offres. Fait un petit peu comme tout le monde. Je crois que même au Parc des Princes, les places, elles étaient à 2 ou à 2 euros pour aller voir Paris-Brest hier. Alors que toi, tu es Montpellier, tu payes 20 balles, tu vois. Donc c'est voilà, il y a une petite fracture qui est en train de se créer entre la politique Hmm. de la communication, la politique sportive, les mercatos où tu prends pas tes anciens, tu vas chercher des joueurs moyens comme Koulibaly, Caramo, et C'est le en fait, comparatif. Pour si moi, tu tu peux veux, le comparer. ce Pardon. mélange-là fait que ouais, il y a le feu à Montpellier, je te dis clairement. Pour moi, tu peux le comparer facilement avec le Toulouse il y a 4-5 ans qui descend en Ligue 2. Ouais, Pour moi, c'est clairement. exactement la même situation. Ouais, ouais, Club clairement. familial, tu fais du recyclage avec du Casanova, avec des Haribagé, tout ça. T'as Chaque personne année, au tu stade. perds tes meilleurs joueurs, tu perds Ben Yedder, tu peux faire le comparatif avec Andy Delors. Après, Tu prends Toulouse s'est fait personne racheter. derrière, et puis voilà. Ouais, Toulouse. mais des fois, peut-être une descente, tu sais, ça peut faire plus de Ouais, bien que mais de il y a eu jouer aussi pendant 10 ans en Ligue 1. l'investissement financier aussi, je pense, derrière. Ils avaient peut-être un peu plus de propositions
qu'actuellement Montpellier. Mika, bah écoute, merci beaucoup. Merci à vous, les gars. C'était vraiment un plaisir. Pareil. Là, voilà, on a senti que tu as parlé aussi avec tes tripes. Franchement, Ouais, c'était intense, quoi. C'était intense. toujours. En Courage, tout cas, les gars, Ouais. merci pour l'invite. Bonne fin de saison à vous. Je pense qu'elle sera bonne, je pense, parce que vous montrez des choses et il y a quand même quelque chose à faire. Il y a un très très bon entraîneur. Il y a un groupe qui je pense, s'articule bien. Donc, moi, je m'inquiète pas pour vous. Je pense il y aura quelque chose en fin de saison. On Alors en quoi, reparlera. On justement? va se recroiser de toute façon. Ouais, Tous Montpellier. on joue chez vous. Bah, ça a cassé le cul, quoi. Et justement, Ah ouais, bah, elle termine comment pour le gym pour toi cette saison, autant en Coupe de France qu'en championnat? Allez, si tu as ta boule de cristal. Je dirais troisième en championnat. Coupe de France, Joker, vous jouez le PSG, c'est complexe, mais allez, je dirais troisième en championnat. On prend, on prend. Bah, j'imagine. Merci beaucoup, Mika. Merci à vous, les gars. Bonne fin de saison. Merci également. Bonne fin de Merci, saison à toi, ciao. Yoann Merci, les HSC. mecs. Ciao, ciao, bonne soirée. Ciao, ciao, les gars. Merci. Ok, messieurs, est-ce que vous C'est aviez... gentil, lui, hein. Ouais, ouais, ouais. Mm. Comme toujours, chaque invité C'est vrai. de l'émission, c'est ça Ouais. aussi d'avoir commencé à avoir des habitudes aussi en fréquentant les supporters des autres équipes. Votre dossier peut-être sur la rencontre, je sais que Flo, tu voulais aborder quelque chose en particulier. Non, non, mais honnêtement, ça part d'un lynchage sur Twitter, hein, un de plus, j'ai envie de te dire, dans la communauté de Mm. l'OGC Nice. Mais par contre, ça soulève un vrai débat qui, je pense, peut être très intéressant. Romain, est-ce que tu avais peut-être quelque chose à rajouter? Alors, on a parlé de la ligne d'attaque, on a parlé voilà, des performances aussi, peut-être pas forcément en détail. Romain, si tu avais peut-être un ou deux points là à évoquer sur le match euh, avant votre dossier personnel. Non, non, après sur le match, rien à redire, sauf que j'étais un tout petit peu déçu quand même des transitions qui étaient moins fluides qu'à l'accoutumée, mais comme je disais, si ça nous permet de marquer 4 buts à chaque fois, moi ça me va aussi ce style de jeu, mais je pense pas que ça soit voulu à la base par Farioli. Mais et ouais, c'est chiant qu'on se prenne ce but un peu. Bah, même si On voilà, c'est aurait pas bien pu s'en grave, mais prendre un deuxième si mm, Boulka n'avait pas fait encore un exploit. ouais, exactement. Mais justement, après avoir arrêté un penalty, Hmm. j'imagine que lui devait être un peu frustré de ne pas rentrer à la maison avec 0 but encaissé. Mais sinon, non, sinon que du bonheur, puisque des frappes de loin, je me rappelle même plus, mais celle-là, elle était vraiment très belle. Barclay Donc, Arène. Hmm. Hmm. exact, exact. Mais bon, voilà, on n'en voit pas non plus 1 million dans une saison, et je trouve qu'on BK prend pas BK. assez notre chance. Et BK, ouais, c'est vrai. Ah oui, Maccabi. Mais après, voilà, le seul truc que j'ai regretté c'est la première fois que je suis pas d'accord avec Farioli après un match, mais quand il dit ah non, non, dans ma tête, je me disais tire pas, tire pas, tire pas. Ah putain, s'il leur dit ça à l'entraînement, tu m'étonnes qu'on voit pas des tirs. Non, au contraire, je trouve que il avait la place et c'était totalement le jeu de mettre une sacoche et c'est ce qu'il a fait, et il a très bien fait. Donc non, franchement, après, c'est juste pour être tatillon un petit peu, mais sinon, on est content du résultat et content d'aller au parc. Oui, effectivement, on parlait aussi voilà, du contenu. On va rentrer un peu plus dans ce sujet-là, alors que Matt, que je salue, nous demande un mot sur Alexis Claude Maurice. Est-ce que tu veux t'y coller, Flo? Alors, double Si tu veux. question, ton ressenti sur sa prestation et comment dire, le fait qu'il soit utilisé, qu'on lui ait donné 90 minutes, est-ce que ça laisse présager, alors ce serait extrêmement surprenant à mes yeux, mais éventuellement une intégration dans le projet et une prolongation? Ou est-ce que c'était vraiment du turnover, mec, t'es sous contrat, tu pars dans 6 mois, mais là voilà, j'ai besoin que tu te sortes à fond. Quoi qu'il en soit, si c'est la deuxième option, ben, il a pas triché quoi hier soir. Sur la situation d'abord sportive du joueur, moi je trouve que depuis ce début de saison, c'est un joueur qui, à chaque fois qu'il rentre, essaye. Alors, il réussit pas tout le temps, mais il essaye.
et dans un milieu qui parfois manque de créativité. Je trouve que c'est un profil qui, par moment, peut nous faire du bien. Je fais mon sorti sur le match d'hier. Je trouve qu'il fait 15 très bonnes premières minutes où je trouve que c'est clairement le dynamiteur. Puis après, il a l'image du milieu de terrain et il s'éteint. Je trouve qu'il a été gêné, surtout parce qu'en fait, Montpellier jouait avec un marquage individuel au milieu de terrain, ça nous a mis en grande difficulté. Et il a fait partie des joueurs un peu dans le dur. Après, voilà, il a été au niveau du milieu. Mais sinon, je trouve que c'est un joueur qui essaye tout le temps. Je trouve qu'il est de moins en moins. Je trouve que physiquement, en tout cas, pas physiquement sur le plan physique, mais au niveau de ses volumes de course, tout ça, je trouve qu'il répète beaucoup plus les efforts. Mm. J'ai le souvenir d'une action vers la 10e où il perd le ballon, c'est lui qui revient le chercher au centre du terrain. Sur le but d'hier, il va chercher le penalty parce que il s'arrache tout simplement. Il essaye, il tente. Voilà, pour moi, c'est un joueur qui monte en puissance, qui retrouve ses capacités. Maintenant, sa situation par rapport au club, Mm. je pense que Farioli, c'est un joueur sur qui il compte. Parce que moi, comme j'ai dit tout à l'heure, pour moi, c'est un entraîneur très intelligent. Il sait que c'est un profil différent de tous les autres milieux qu'on a. Et je pense qu'il sait que dans des matchs où c'est fermé, c'est clairement un profil qui peut nous permettre de sortir de situations compliquées. Maintenant, est-ce qu'il fait partie des plans du club? Malheureusement, je pense pas. Après, ça, c'est peut-être plus Romain qui aurait une info. En tout cas, moi, en termes de ressenti, je pense pas parce que ce serait un trop gros risque, surtout au niveau de sa fragilité physique, de prolonger peut-être de 2 ans ou 3 ans. Euh, Romain? Après, si on parle en profil, moi, je pense c'est un joueur qu'il faut regarder. Mm. Ok, on entend. Bah, moi, je pense que en voyant comment Ghisolfi travaille, je pense que s'il faisait partie du projet, il aurait déjà prolongé. Voilà. Donc, je pense que là, oui, on compte sur lui pour, bah voilà, pour rentrer des fois, pour dynamiter peut-être un peu le milieu, ou quand il y a moins de monde, ou dans ce genre de match, etc. Maintenant que là, on est en quart de finale. Si on n'a plus trop de blessés, moi personnellement, je le vois pas forcément beaucoup rejouer avec nous jusqu'à la fin de la saison. Et après, certes, hier, il fait un bon match. Il monte en puissance depuis le début de la saison, mais c'est toujours sur courant alternatif. Et je pense que le club aujourd'hui, et même lui, peut-être qu'il va vouloir au bout d'un moment jouer un peu titulaire, quoi. Avoir, même si c'est redescendre d'un cran au niveau club, mais mais je pense que voilà, il va vouloir avoir ce temps de jeu à droite, à gauche, n'importe où. Mais et je pense que Nice, on n'est pas capable de lui donner ça. Ok, pour Alexis Claude Maurice, au milieu de terrain, auteur quand même d'un but sur penalty, on l'a dit Hein. en deuxième mi-temps. Euh, Parlons peut-être de la défense, Romain, avec la première titularisation de Romain Perrault. J'ai regardé, j'ai vérifié. Je pensais qu'il avait été titulaire, tu sais, en championnat. Putain, moi aussi. Mais Bah, en tu vois, fait, tu me l'apprends. il joue la deuxième mi-temps du match Ouais. contre Clermont, là où il fait la passe D Hmm. à Boudaoui. Hmm. Donc du coup, il joue quasiment l'entièreté du match. Peut-être qu'il se blesse un peu Ouais, sur son action sur un avec appui là. ouais, un Hmm. appui, peut-être une hyper extension à voir, à surveiller pour une éventuelle blessure. Par Euh, contre, j'avais une question, les gars, juste sur un point. Euh, j'ai l'impression qu'on a deux OGC Nice depuis le début de la saison, c'est-à-dire on a un OGC Nice en championnat qui a la volonté d'avoir la possession et le ballon. alors attends, Et j'ai attends l'impression. Flo, je me permets juste de terminer sur Ouais. Perrault. Ah, pardon, j'ai pas Ouais, entendu parce que j'ai coupé. il n'y a pas de souci. Sur Perrault, du coup, peut-être Romain, son match intéressant. Il a apporté offensivement, Bah, plusieurs dédoublements aussi hmm. sur son côté. Bah, moi, je trouve que ce mec, il a pas de cul que Barre soit en pleine folie, quoi. Parce que toutes les rentrées qu'il fait, c'est très propre. Là, son match hier, moi, je l'ai trouvé très propre. Il a, comment dire, il est à l'impact, il est présent. Techniquement, il est bon. Il prend son couloir. Enfin bref, c'est vraiment le latéral qui nous manquait l'année dernière.
Et au final, tu tombes sur un bar qui est en état de grâce et qui montre énormément de qualité. Et aujourd'hui, c'est vrai que malheureusement pour lui, c'est un peu bouché. Mais par contre, j'espère que ça va pas le refroidir pour si Nice veut lever son option d'achat. Parce que j'aimerais beaucoup le voir avec nous l'année prochaine, parce que c'est un mec qui a une super mentalité et c'est un gars du club. Et franchement, si on arrive en Coupe d'Europe la saison prochaine, chose que j'imagine pas le contraire, hein, mais voilà, j'aimerais beaucoup le voir parce qu'il va énormément nous servir l'année prochaine. Flo, ton ressenti un peu sur le match de Perrault. Moi, ce que j'ai apprécié, alors forcément de la télé, hein, je n'ai pas fait je n'ai pas eu l'effroyable idée de faire le déplacement. Oh non, non, non. Euh, c'est que pour une première titularisation, en fait, on sentait qu'il était totalement mobilisé, totalement prêt physiquement, totalement concentré. Et alors, je ne doutais pas, on ne doutait pas de son professionnalisme, mais c'est extrêmement rassurant. Et je pense que c'est un peu le message un peu global sur la rencontre d'hier soir, c'est que on voit qu'il y a 17-18 joueurs qui se dégagent. Il y a une ossature forcément très solide, mais on sent qu'on ne perd pas réellement au change. Et lorsque je vois la performance de Romain Perrault d'hier soir, eh ben ça me rassure aussi sur cette dimension-là. Ouais, ouais, hier, il fait un bon match, hein. Il a une belle activité. Après, moi qui suis le championnat anglais, je suis pas du tout étonné, hein. Il est sur la continuité de ce que le garçon produisait à Southampton, solide dans ses prestations, beaucoup de courses, un gros volume de jeu. Donc, pas trop surpris. Après, voilà, hein, que rajouter de plus que Romain qui a été enfin, absolument juste dans son analyse avec le fait qu'il est bloqué par un très bon Melvin Barr. Même si je pense que des fois, Farioli pourrait un peu plus s'adapter à l'adversaire. Et lorsqu'il sait qu'on joue des blocs bas, voilà, Melvin, ses lacunes offensives, il les garde. Enfin, c'est pas des lacunes, mais c'est pas un joueur qui a l'instinct d'aller forcément tout le temps dédoubler. Et par moment, voilà, par exemple, le dédoublement que fait hier Perrault autour de la 10e, là, sur l'action d'Alicho, la toute première, Mhm. où il dédouble Louché, lui donne un super ballon. Ben voilà, ça, c'est Melvin Barr, cette action-là, on la voit pas. Et je pense que par moment, contre des blocs bas, voilà, c'est un profil qui peut être très intéressant. Et si, même si j'ai pas de bêtises, je sais plus si c'est le but à Clermont qu'on met ou si c'est à Metz ou si c'est justement un dédoublement de Perrault qui centre dans le dos de Boga. Et c'est Boudaoui qui vient couper, si je dis pas de bêtises. Clermont. Euh, c'est Clermont. Mm. C'est le match Voilà. où Barre sort la mi-temps. Voilà, et c'est clairement ce genre de joueur dont on a besoin contre ces équipes où on a du mal à produire du jeu, où, voilà, où on est très stérile dans la possession. Moi, je pense que c'est là où Farioli, voilà, quand j'étais dans la gestion de son groupe, il doit aussi progresser. Alors oui, tu as un Melvin Barr qui survole, que tu dois faire jouer 80% des matchs cette saison, mais il en reste 20, ou quand tu vas jouer Metz, ou quand tu vas jouer peut-être Le Havre, ou quand tu vas jouer peut-être Toulouse, des équipes comme ça, où je pense qu'un profil comme Perrault serait plus bénéfique au collectif qu'un profil comme Elvin Barr. Voilà, après, c'est mon avis, mais voilà. Romain, Issanissa007 nous demande nos avis sur le match de Morgan Sanson et plus globalement il nous dit je trouve que techniquement il est clairement monté en niveau. Ton ressenti peut-être sur le match d'hier soir et sur les dernières semaines de Morgan Sanson. Alors moi, je sais que je vais pas me faire des copains, mais moi, Morgan Sanson, certes, techniquement, il est là, il se bat, il est assez propre, mais je trouve que ça sert à rien. On a un milieu qui sert à rien cette année, en fait. On a des milieux qui servent à rien, c'est-à-dire que il y en a aucun qui stat. Et Boudaoui, Thuram, mais il il joue stat pas assez. pas. Voilà, Boudaoui. Boudaoui, mais bon, 2 buts. Mais en termes de passe D, ça montre que clairement, le milieu de terrain, il est là pour récupérer, etc. Mais quand il s'agit de faire la bonne dernière passe, et ils en ont l'occasion, ou de marquer, et ils en ont eu l'occasion aussi, il n'y a personne. Donc oui, Sanson, bah, techniquement, tu vois hein, qu'il a du ballon, mais je trouve que malheureusement, c'est bien, hein. Mais au bout d'un moment, faut qu'il y ait quelque chose derrière, quoi. C'est bien beau hein, d'avoir tout ça, mais
Voilà, moi, c'est le reproche que je lui fais et que je fais depuis un long moment, mais il n'y a pas que lui, encore une fois. Thuram, que j'aime beaucoup, je dis la même chose. Ça fait 1 an qu'il n'a plus fait une passe décisive ou un but, Thuram. C'est énorme, énorme. Et il est relayeur. Il n'est pas milieu défensif, Hmm. il est relayeur. Donc voilà. Flo, tu voulais peut-être rajouter quelque chose, tu sembles en accord avec Romain. Je suis 100% d'accord. D'ailleurs, je l'avais déjà dit il y a une semaine sur Twitter où, bon, ouais, là encore, j'avais pris alors là, la sauce. En ce moment, je me fais bien saucer. Mais ouais, il y a une semaine, j'avais dit exactement pareil. Après, là où je suis juste pas trop d'accord avec Romain, c'est que là où pour moi, il sert Sanson, c'est pour moi, c'est un joueur de première moitié de terrain. C'est-à-dire que dos au jeu pour ressortir les ballons, tout ça, en rampe de lancement, c'est ce qu'il te faut. Surtout avec ce nom de Farioli, c'est-à-dire sortir sous pression. Et j'en suis sûr, par exemple, au Parc des Princes, c'est un joueur qui peut te faire énormément de bien pour sortir sous pression dans tes 20-30 mètres proprement. Par contre, là où je suis d'accord avec Romain aussi, c'est que dès qu'il est face au jeu, et comme Thuram, comme d'autres milieux de terrain, ben, il se passe plus rien. Enfin, tu mets 3 heures à prendre une décision. La décision, c'est jamais la bonne. Le ballon, il est trop porté, il est pas assez rapidement lâché. Voilà, quand faut frapper, on donne. Quand faut donner, on frappe. Enfin, c'est à l'envers, quoi. On a deux numéros 8 qui sont à l'envers. Alors moi, j'inclus pas Boudaoui dedans. Hmm. Parce que Boudaoui, déjà en début de saison, il n'était pas titulaire. Sa saison, elle a commencé un peu plus tard. On l'a vu dans les matchs où il a été. Alors, en impact player, où je peux reprocher à Boudaoui ce qu'il doit faire un peu plus. Mais quand il est aligné dans le 11, il fait toujours le taf. Il marque contre Metz, il marque contre Clermont, où ben voilà, il y a un dépassement de fonction, chose il y a très peu sur le plan offensif de la part de Sanson et Thuram. Et là, il y a eu la CAN, donc on va devoir attendre. Mais je pense que Boudaoui, pour moi, il ne doit pas sortir de son 11. Voilà, c'est mon avis. Surtout quand tu as du mal à Ouais, je trouver suis d'accord. ton trio offensif. Voilà, c'est limite un quatrième joueur offensif, Hicham. Pour moi, c'est un joueur, il ne doit pas sortir de son 11. Et voilà, en fait, voilà, moi, je misais sur Thuram. Vous savez, enfin, Pancho, tu sais, comme j'aime Thuram, mais vraiment, il a raison. Un joueur de ce calibre, en tout cas avec le talent qu'il a, c'est un mec, moi je suis désolé, il doit être à 6 buts, 4 passes par saison. Minimum. Genre, il a du ballon. C'est pas possible de toujours prendre le ballon et laisser pas aller sur les défenses. À un moment donné, on attend plus. On attend beaucoup plus. Effectivement, je pense que c'est le sentiment un peu général sur Kefren Turam, c'est attendre aussi cette saison de l'accomplissement. On avait vu de bonnes choses sous Galtier, on attendait l'année dernière aussi beaucoup plus. Alors, on peut parler du contexte autour du club, du changement d'entraîneur, de sa renaissance aussi sous Digard, de sa sélection en équipe de France, mais je- je suis totalement d'accord. Je vais pas rajouter ce qui a été dit, Mais parce que c'est sur surtout. Sanson et sur le milieu de terrain de manière générale, mais Sanson et Thuram, je vais rien rajouter de plus, si ce n'est que n'attendons pas trop, c'est une question, de Kefren Turam. Bon, pour moi, avec le statut qu'il a, international français, ce qu'il a montré. En plus, enfin, je sais pas si Romain est d'accord, mais pour moi, là, actuellement, là, dans le 11 avec Farioli, il est dans les meilleures conditions. Il joue dans un milieu à 3 avec une défense de fer, avec une sentinelle. Je veux dire, si tu te projettes pas là, mon garçon, tu te projettes plus. Enfin, je vois pas quel système peut plus le mettre en valeur que ce système-là. Il a Boga à gauche de son côté en plus enfin, bon là il n'y est pas, mais majoritairement depuis le début de la saison, il a Boga à gauche pour venir combiner. Il a un Melvin Barr qui a du Hmm. feu dans les jambes. Si c'est pas cette année, c'est quand quoi? Enfin, je veux dire, là pour moi, il est dans les meilleures conditions possibles, dans son meilleur registre qu'il peut montrer. Ok. Ah ouais, Mais non, non, mais totalement. Et là, cette année, putain, moi, pourtant, je l'ai défendu longtemps. Mais c'est vrai que là, ça commence à être chiant, quoi. Tu vois, c'est pas le mec qui. C'est pas en plus. Enfin, il a eu des occasions. Mais après, c'est vrai qu'il cherche trop à percer les défenses. Donc, il le fait très bien. Mais il faut qu'il arrive à trouver ce putain de dernier geste, quoi. Cette dernière passe. Parce que faire ce qu'il fait et au final s'empaler sur le dernier défenseur, bah, au final, ça fait rien. Ça fait walou. Et d'autant plus voilà. que, alors je vais encore parler de la situation contractuelle, mais là pour le coup elle est aussi intéressante. Il me semble qu'il est en fin de contrat en 2025. Il lui reste 1 an de contrat à Thuram. Donc en théorie, il va suivre un peu le destin de Jean-Claire Todibo et éventuellement partir l'été prochain. On suivra attentivement, mais j'ai déjà hâte d'être à l'été prochain et voir un peu les mouvements qui vont avoir lieu, ce qu'on va faire et les choix aussi, et surtout les potentiels records de vente
qui vont être réalisés pour au moins 2 joueurs. Mais pour le coup, Ouais, par contre, pour Kefren, si on est en Ligue des Champions, hein, si, hein, je dis bien si, je vois pas. Parce que pour moi, sa cote là cette année, elle a baissé. On en parle beaucoup moins de Thuram contrairement à Todibo. Je vois pas. Alors peut-être le PSG s'ils font les pigeons comme d'habitude, mais je vois pas quel club autre actuellement, oui, s'il va signer ailleurs en Europe, il peut avoir l'équivalent et jouer une Ligue des Champions. Là actuellement, si nous on a la LDC en fin d'année, je sais pas si sportivement c'est intéressant pour Kefren de Ouais, partir. Pour en JC, oui, dans étant tous les cas, titulaire, oui. disons. Voilà, pour JC, oui, parce Mm. que voilà, tous les gros clubs européens le veulent. Il peut aller dans n'importe quelle équipe du top 8 européen, je pense, actuellement. Mais Kefren, franchement, là, si en fin d'année, on a la Ligue des Champions, la question, même pour lui sportivement, elle se pose. Parce que si tu vas pour signer à Francfort, je vois pas quel avantage sportif tu as, par exemple, tu vois. Bah, Enfin, gagner des actuellement, Coupes tout ça d'Europe, se pose. éventuellement. Ouais, enfin, ouais, je sais pas. Simplement, Ouais, bah, jouer la Conference League ou l'Europa League, peut-être, mais bon, enfin, je sais pas. ça a joué la LDC quand même, Francfort. Oui, une saison sur les 10 dernières années, quoi. Ouais, Faut de... ouais, bah, c'est un je autre sais pas. débat, mais bon, Moi, voilà, en tout cas, moi, c'est oui, mon avis. Mais... mais moi je pense que tu fais peut-être allusion au fait qu'il ait failli signer là-bas aussi il y a 3-4 ans. Mais bon, je pense qu'il faut pas non plus sous-coter certains. Surtout lorsque tu vois l'exportation des nombreux prospects français en Bundes et comment ça fonctionne, ne Non, mais ce serait-ce que je que veux pour dire, leur c'est qu'il carrière. il faut peut-être mieux faire une saison en LDC dans le club où tu as le Hmm. bon cadre que d'aller signer dans un club à l'étranger, dans une Coupe d'Europe inférieure et qui n'est pas un gros nom européen, quoi. C'est ça que je veux te dire. Et c'est vrai que par contre, s'il veut jouer la LDC tout en étant titulaire, techniquement, il devrait rester à l'OGC Nice. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais j'ai Ouais. mais j'ai même envie de dire, moi, pour moi, on verra, hein, mais si demain t'es en LDC, bah, pourquoi pas Todibo aussi, hein. Parce que Ah, Todibo, il a ce qu'il y a, ouais, mais est-ce que mais c'est non, mais une ce qu'il y a, intuition ou est-ce que c'est un bonbon ça? non, mais ce qu'il y a, c'est que non, Tu non, c'est une réponds pas. intuition. Ok. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il a comment dire, il a des casseroles un peu au cul. Et je sais qu'il y a quelques mois de ça, ça freinait pas mal de clubs et ça freinait aussi Didier Deschamps, hein, pendant un certain temps. Et du coup, là, pour qu'un gros club européen lui propose donc une place de titulaire, malgré la saison dernière qu'il a faite, Manchester lui proposait une place de quatrième défenseur, hein, troisième voire quatrième. Donc, je sais pas, tout dépend si l'euro, parce que en défense centrale là, en France, bah, à chaque fois c'est une hécatombe. Donc, avec un peu de chance, tu vois, peut-être qu'il peut, on sait jamais, il peut peut-être partir, peut-être pas titulaire, mais troisième ou quoi. Et, et Et c'est aussi pour ça que son comportement, comme par exemple il a eu au Havre, ça, avec les casseroles qu'il a eues, ça peut lui jouer défaut. Et qu'à l'époque, ben voilà, moi personnellement, ça m'avait saoulé aussi parce que ben, il t'abandonne 3 matchs et c'est une réaction à chaud. C'est pas digne d'un joueur qui veut jouer au niveau, quoi. ouais, et puis après, il a un comportement. Donc, certes, à Nice, ça passe et tout, parce que maintenant, c'est devenu un taulier. Mais il faut qu'il. Bon, apparemment, ça passe bien avec l'équipe de France, donc je pense qu'il a pris en maturité. Mais je sais que pendant un moment, ça refroidissait quand même pas mal de monde. Donc, à voir. Mais moi, je ne serais pas étonné si demain, tu es en Ligue des Champions, que tu as un peu de trois liquidités, on ne sait jamais ce que veut faire Ineos, mais on le sait jamais. Même si on le sait aujourd'hui, demain ils peuvent changer d'avis. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Tu sais, tout est possible, hein. Le mec, il se sent bien à Nice, il a quand même un sacré salaire et il est sûr de jouer titulaire et de jouer la Ligue des Champions. Hmm. Après, on sait très bien que on sortira pas, on n'ira pas bien loin. Mais voilà, je sais pas, ça peut. J'aimerais juste, pour clôturer sur le match, et ensuite on fera une petite partie rapide sur le tirage de la Coupe de France, on n'en a pas trop parlé. C'était une question de tactique. Là, je suis avec deux amateurs de football, deux connaisseurs. Donc, je vais vous poser la question suivante. J'ai noté 50% de possession. Est-ce que le jeu a été plus direct? Est-ce que l'approche était un peu plus spontanée? Pas mal de ballons longs aussi joués. J'en ai dénoté 48. Donc Nice a joué plus long que Montpellier. 56% de longs ballons réussis. Ça, c'est le point statistique.
et on parlait tout à l'heure dans la discussion de variété tactique. Est-ce que vous avez senti hier soir qu'il y a eu des modifications tactiques en cours de match dans le système de base? Alors moi, je réponds direct, je te dis que c'était pas voulu, vu la réaction de Farioli à la fin. C'est la première fois où tu gagnes 4-1 et que Farioli n'est pas forcément content devant la presse du match. Donc, je sais plus quel terme il a utilisé. Putain, je sais plus, je vais le retrouver. Il a utilisé un terme un peu spécial, mais en disant que c'était on avait été loin d'assister au meilleur match et que au niveau des transitions, au niveau de certaines phases de jeu, qu'il n'était pas très content de ce qu'il avait vu. Donc, c'est pour ça que je te dis, je pense que c'était pas le style de jeu recherché à la base. Maintenant, je peux me tromper, mais par rapport à ce qu'a dit Farioli, en tout cas. Flo. Ben, moi, tout à l'heure, j'allais te poser la question quand tu parlais de Romain Perrault. Est-ce qu'on n'a pas deux OGC Nice? C'est-à-dire l'OGC Nice du championnat qui a la volonté d'avoir un foot de possession, et dans ces 3 premiers tours, l'OGC Nice de Coupe de France qui est plutôt une équipe de transition. Euh, Quand on se réfère aux 2 derniers matchs, Bordeaux-Montpellier, c'est de la euh, transition. c'est de la transition, c'est beaucoup moins travaillé. Tu es à 50% de possession contre Montpellier. T'es pas du tout dans la même approche qu'on voit la semaine. Mais Donc, alors, là où je suis d'accord avec Romain, par contre, c'est que autant Bordeaux et Auxerre, pour moi, c'était voulu parce qu'il y avait beaucoup d'absents et un peu plus de jeunesse. Autant hier, pour moi, c'était pas du tout voulu. Pour moi, Farioli voulait absolument reproduire le schéma qu'on faisait en Ligue 1. Et pour cause, c'est que ben, tout simplement dans son interview qu'il a livrée à Daniel Riolo, sa phrase est très claire et je l'ai bien retenue. Il a dit pour moi, mon équipe est en danger quand on est en 50-50 de possession de balle. Parce qu'il a dit c'est là où en fait le bloc s'étire parce qu'un coup on a le ballon, un coup on l'a pas. Et lui, ce qu'il aime, c'est avoir les lignes resserrées. Donc, enfin, voilà, la supposition de Romain est forcément la bonne. Pour moi, hier, on voulait rentrer dans un football plus de possession, de gestion, comme il a l'habitude de faire. Mais c'est un peu aussi l'analyse qu'on a vue en off, avec Romain, avec toi. Enfin, moi, personnellement, hier, là où je le rejoins, je ne suis pas du tout satisfait du contenu du match. Je ne hmm. suis pas du tout satisfait de notre contenu. Je veux dire, je pense que sur ce qu'on produit en termes de ressortie de balles, on est pour moi cette saison ce qui se fait de mieux en France. Clairement. Genre dans le premier tiers du terrain, pour moi, on est ce qui se fait de mieux en France. Hier, c'était catastrophique. Entre la 25 et la 45e minute, je pense qu'on a dû perdre une vingtaine de ballons sur des relances basiques. Et je pense que le 4-4-2, le 4-2-3-1, je pense on peut l'appeler comme on veut, de Der Zakarian nous a beaucoup gêné, notamment sur le fait qu'on soit en individuel au milieu de terrain. On n'a jamais réussi à sortir de cet individuel-là et on a été énormément gêné. Voilà. Dès qu'on a réussi à se mettre dans le sens du jeu, par contre, ben, on les a mis en grande difficulté. Mais voilà, moi je pense que c'était pas du tout voulu pour le coup. Ok, ok. Circonstanciel peut-être aussi. Alors, une qualité de pelouse peut-être un peu délicate, hein, sait-on jamais. Romain, tu voulais rajouter quelque chose? Ouais, ça, ça montre qu'on a une équipe de transition et pas de possession. Il est vrai que vous écouterez cette libre antenne de août dernier. Romain avait listé les recrues petit à petit en disant c'est transition ou c'est possession. Et la conclusion de tout ça, c'est Mais qu'effectivement, de, l'équipe, de toute elle est façon, plus armée pour de la transition. Mais de toute façon, le profil des joueurs, on le sait. Enfin, dans les matchs, les plus beaux matchs qu'on a vus cette année, que ce soit au parc ou ailleurs, enfin, on a vu que dès que Nice jouait en transition, Nice était une super équipe. Mais attention, pour moi, on n'est pas une équipe de transition passive. C'est-à-dire qu'on n'est pas une équipe de transition pour jouer en bloc bas. On est comme on a fait au parc en première mi-temps. Hmm, On est une équipe de transition qui doit récupérer les ballons hauts et à la récupération, on se projette. Ce qui est deux choses totalement exactement. différentes. On Mhm. Hmm. n'est pas Non, mais c'est attentiste. ça. Hmm. Et d'ailleurs, Voilà. petit salut à Gigar qui disait qu'on n'était pas une équipe faite pour subir. Eh ben, cette année, quand on subit très bien. Voilà.
On sait subir. On sait subir et Et on il n'y est a pas eu beaucoup de changements de joueurs, hein. Et on est totalement serein lorsque, enfin, en tout cas, en regardant le match me concernant, cette équipe nous a habitués cette saison à être serein défensivement dans des moments un peu chauds, et ça, vraiment, c'est une très très bonne chose. Messieurs, sur le match, Flo, ça va être un peu une émission qui va être un peu à rallonge, mais c'est pas bien grave. Le sujet que tu voulais évoquer, c'était suite un peu à ce que tu as vécu sur Twitter. Mais globalement, est-ce que tu peux contextualiser un peu la discussion qui a nourri un peu le débat qu'on va faire là? Ouais. En fait, moi, je voulais avoir ce débat, alors pas pour défendre par rapport à Twitter, tout ça, parce que se faire contredire, ça arrive. Et d'ailleurs, c'est la richesse des débats, donc moi, j'ai aucun problème là-dessus. Par contre, ce qui m'intéresse là, c'est le fait d'avoir le débat avec donc Romain, ici présent, qui a connu les joueurs de centre de formation, qui a connu cet échelon-là. Euh, et donc, je trouvais que le débat pouvait être intéressant avec quelqu'un qui connaît, alors qu'il soit d'accord ou pas, hein, vu que ça reste un débat, qui connaît ce milieu-là. Voilà. Et donc, pour contextualiser, tout simplement, c'est. Alors, je ne sais plus du tout son nom, c'est le petit de 16 ans là, qu'on a pris du Bayern, le Nigérian. Je n'ai plus le nom. Orokpo? Oropo, voilà. Qui donc a fait ben, un match en R1 ce week-end, donc qui a marqué, hein. Bon, jusqu'à là, rien à dire. Et donc, j'ai tweeté que, tout simplement, pour moi, c'était pas normal. Alors, le tweet est peut-être mal construit, parce que je me suis expliqué en détail derrière, mais que pour moi, ce n'était pas normal d'envoyer ce genre de joueur en R1. Donc, je vais m'expliquer, puis après, j'attendrai une réponse, même de toi, Pancho, si tu as ton avis, et Romain, qui a connu ce milieu-là. Pour moi, c'est pas normal parce que, déjà, pour plusieurs choses. Il faut savoir que dans un club professionnel, il y a deux côtés. Il y a la SASP, qui est le club professionnel OGC Nice, et il y a l'association OGC Nice. Actuellement, la réserve n'appartient plus à la SASP, elle appartient à l'association. Pour faire très rapidement une mise en contexte, en fait, chaque SASP, donc partie professionnelle d'un club, est rattaché à une association, parce qu'en fait, si vous voulez, un club de foot, c'est un numéro de SIRET, on va le faire simple, c'est un numéro de SIRET qui est attaché à la 3F. Et en fait, le club professionnel est obligé, si vous voulez, d'être attaché à l'association. Et en fait, si demain, il n'y a plus d'association, il n'y a plus de club professionnel. En fait, ça a été mis en place exprès pour forcer les clubs de foot déjà à garder leur entité. Par exemple, nous, c'est Nice 1904, à la base, c'est une association. Mais où tu veux en venir, Flo? Je veux en venir que, par exemple, quand on me dit que la R1 a été laissée par choix sportif, c'est faux. On a été dans l'obligation de laisser cette R1 parce que c'est l'équipe 1 de l'association OGC Nice et qu'on n'a pas le droit de la supprimer. Ce qui veut dire qu'en fait, là, cette R1-là, elle n'a aucun, et c'est bien d'ailleurs pour ça qu'a été construit le groupe Elite, elle n'a aucun bénéfice sportif à l'OGC Nice. C'est-à-dire que si demain tu remontes en N3, c'est bien. Et vu la tournure que prend le groupe Elite, j'espère qu'elle remontera en N3. Mais ça, c'est un autre débat. Et par contre, en fait, là, actuellement, sportivement, cette saison, la R1 ne t'apporte rien. Enfin, elle ne t'apporte rien. En fait, Donc- c'est des joueurs qui sont limite pas prêts pour jouer en groupe élite, qui sont un peu, pas à l'abandon, mais qui sont de seconde zone, qui vont R1. Et pour moi, en fait, ma réflexion, c'est Mhm. quel est le bénéfice. Alors oui, là, il marque et tout. Mais à quel moment on juge le rapport bénéfice-risque? Parce que moi, je le connais niveau R1. J'ai joué, moi, Busso Florin, j'ai joué en R1. Donc, si moi j'ai joué, c'est qu'un joueur qui est censé intégrer le groupe Pro dans les 2-3 ans qui vont arriver, bien sûr que ce n'est pas de suite, mais qui est censé jouer au moins en groupe élite, on est à des années-lumière du niveau N2, N3. Il faut déjà savoir qu'entre le N2 et la N3, il y a un monde en termes de niveau tactique, technique. Là, les mecs jouent en R1. On n'est même pas dans du pré-professionnel. On est genre plus près du district que du pro. Pour moi, c'est un risque inconsidéré et on expose un jeune à une blessure. Et pour moi, sportivement, dans son développement, c'est mon avis, ça ne lui apporte absolument rien. Voilà, c'était mon avis à moi. Maintenant, Ok. j'attends les vôtres. Romain, ton ressenti un peu. Alors, il faut aussi préciser que ce week-end-là, les 19 ne jouaient pas, le groupe Elite ne jouait pas.
il y a aussi une dimension circonstancielle. Mais là, la question, on l'entend, c'est en gros, quel est l'intérêt pour un joueur prédisposé à avoir un bon avenir et un potentiel de jouer en R1. En fait, c'est ça, Flo. Mais pour moi, tu l'exposes plus à un risque de Hmm. blessure parce que c'est des joueurs qui, techniquement et tactiquement, voilà, ils vont faire beaucoup d'engagement physique, mais sportivement, pour son développement à lui, technique, tactique, pour moi, il n'y a aucun intérêt, même en termes de rythme, pour moi, il n'y avait aucun intérêt à ce choix-là. Voilà, moi, c'est mon avis. Après, Romain aura peut-être un différent. Non, après, dans le fond, t'as pas totalement tort. On est d'accord qu'en R1, comparé au groupe élite, etc., bon, il y a pas forcément un gros rapport, quoi. Mais en fait, en fait, quand tu es jeune à Nice, ce qu'on te demande déjà, c'est que quand tu joues en 17, en 19 ou en réserve, tu fais partie d'un groupe. Et, et en fait, si tu as besoin, je me souviens de Ben Seguir, qui était très très bon. Et en fait, il avait l'âge pour jouer en 17, mais il était très souvent en réserve. Et par contre, quand les 17, ils avaient un gros match, ils descendaient toujours en 17. Et je pense que là, c'est un peu le même cas de figure. C'est que aujourd'hui, la R1, bah, je sais même pas combien ils sont au classement, etc. Je sais pas s'ils sont bien. Mais après, il y avait aussi peut-être pour lui donner un petit peu de temps de jeu, parce que je crois il démarre pas titulaire, je crois, hein. Non, il rentre. Non. Donc, Mais Ben Seguir, c'est peut-être on aussi. était en N3. Je veux dire, enfin, tu le connais mieux que moi. Oui, Le niveau de, il y a un monde entre la N3 et la R1. On l'a vu par exemple oui, non, avec une non, équipe mais comme Mandelieu qui est montée l'année dernière. Elle a fait 7 points en N3. Enfin, il y a un monde qui est incroyable. non, mais c'est sûr. Mais après, et encore, je suis même pas sûr qu'on n'était pas en N2 quand il y avait Ben Sega. Voilà. Donc là Je, pour mais moi là, en plus, tu parles d'un U17. Enfin, là, pour moi, à ce moment-là, il y a un gain sur le développement du joueur, de connaître. Pour moi, je pense hein, que la N2 tactiquement et en tout cas en termes d'intensité, c'est c'est plus élevé que le niveau U17 nationaux. Mais oui, mais maintenant, ce je que je pense veux pas te que la dire, c'est R1 que soit. non, mais ce que je veux te dire, c'est que même en N2 ou N3, je sais plus en quoi ils étaient, mais je suis pas sûr qu'ils soient pas en N2. Mais ce qu'il y a, c'est qu'ils jouaient, ils s'entraînaient avec le groupe réserve, ils jouaient avec le groupe réserve, et que il aurait très bien pu se blesser en 17. Et je pense qu'il était plus utile dans le groupe de la réserve qu'en 17. Et pourtant, le club, Hmm. bah voilà, donnait le joueur au 17 pour les gros matchs contre Marseille, enfin voilà, Et, et contre les puis, grosses je, cylindrées. je pense Et je que pense que là, c'est un peu le. la différence aussi, c'est que là, c'est un joueur qu'on recrute. C'est-à-dire que, alors, je sais plus s'il était sous contrat ou pas. Je crois que Orakpo n'était plus sous Non, non, contrat. non, il, il était plus sous Voilà, contrat. mais on a quand même aligné, alors Talabalance nous parle de 1 million, peut-être tout compris, mais on a quand même aligné un certain montant. Idem pour Doumbouya, Midou Doumbouya qui est rentré hier soir au poste de latéral gauche, recrue Sochalienne de l'été dernier. Donc bon, effectivement. Mais si on va juste refermer cette parenthèse-là, si vous le voulez bien. Merci en tout cas pour ce débat et puis pour cette mise en contexte. Flo, t'inquiète pas, tu prendras de nouveaux sauts de caca comme nous tous hein, sur Twitter, c'est une Non, mais habitude. par contre, après, moi, je suis quand même d'accord avec lui, tu vois, sur le fait Hmm. voilà, d'aller en R1, c'est franchement ballot, quoi. Mais après aussi, ce qu'il faut savoir, juste après, je finis là-dessus, Ouais, vas-y. c'est que aujourd'hui, il y a des joueurs du groupe élite que Farioli aimerait avoir dans le groupe pro et qui sont bloqués un petit peu par Digard par rapport au fait que Digard dit ouais putain on a monté un groupe élite déjà qu'on a du mal si Faudra en en plus parler un peu on aussi m'enlève un des jour de ce joueurs. groupe élite. Ça aussi, va falloir en parler à un moment Bah donné. c'est Parce que là, ça mais devient c'est gros comme juste une pour maison. Et même dans le club. c'était Je veux juste dire, pour dans nous le club, faire même dans le club, ça se cache plus. mais c'était pour nous faire un peu avaler la pilule, le fait qu'on soit descendu, et ils ont monté ce truc un peu vite fait. Mais c'était pas cette année qu'il fallait le faire, ça se prépare un groupe élite, ça on dirait qu'ils l'ont pondu du jour au lendemain. C'est pour moi, et je l'ai dit dès le départ, j'ai dit mais si on arrive à gagner un match dans ce groupe élite, c'est une folie en connaissant, même pas en connaissant, mais oui, parce que j'en connais quelques-uns, j'ai quelques échos, mais en connaissant un minimum ce groupe élite. T'en as quoi? T'en as peut-être deux, trois qui ont le niveau du groupe élite, mais pas plus.
Même les. Ouais, non, t'en as pas plus. T'en as pas plus. Donc, euh, donc voilà, c'était Ok, juste ma petite parenthèse. Je ok, parlais ok. plus des moyens financiers mis dedans, mais bon, voilà. Oui, ouais, vous n'étiez pas sur le même Non. rail de train. Moi, je parlais plus que le fait qu'il y en a certains au club bien placés qui même eux-mêmes disent que ben, malheureusement, Ineos ne met plus un rond dans ce groupe élite et que ben, ça pourrait. Alors, je sais pas si ça va prendre fin en fin de saison, mais que l'investissement qui devait avoir lieu en début de saison, c'est plus du tout le même actuellement. Ouais, mais est-ce que c'est pas aussi une réponse quand tu vois les résultats que tu fais dans le groupe élite? Pour moi, c'est rallié au rachat de Manchester, mais pour moi, voilà, Romain, le projet qu'il nous avait défini en mercato d'été dernier, il avait raison sur toute la ligne, mais depuis qu'est arrivé Manchester, ben, ça prend une toute autre tournure, et il y a deux sections qui en pâtissent énormément, c'est le groupe élite et c'est les féminines. Voilà, actuellement, c'est les deux sections qui prennent voilà, qui en pâtissent le plus parce que Ineos devait investir dans le football féminin, c'était l'une de leurs causes, notamment au niveau politique. Ils n'ont rien fait en 3 ans dedans. Et ensuite, ben, c'était ce groupe élite qui devait développer pour amener des jeunes à Nice. Et avec l'arrivée et le rachat de Manchester, ben, voilà, la priorité, c'est plus les mêmes. Donc maintenant, on se contente limite plus qu'au groupe pro et à la formation. Voilà. Enfin, à la formation, tout ce qui est U17 nationaux, U19 nationaux, tout ça, quoi. Messieurs, petite partie sur le tirage. Coupe de France qui a eu lieu, on va dire, en direct. On démarrait l'émission tout doucement. Le gym, du coup, j'ai même pas la date. Est-ce que vous avez la date du quart de finale? Le J'ai pas 28 vu, moi. février, le jour de la Saint-Romain. C'est pas vrai. C'est bon ou pas? C'est pendant les vacances, ça, en plus. Vacances scolaires, zone B, première Bah, semaine. ça dépend. Ah ouais? Ah ouais. Allez hop. Je sais pas, tu sais, moi je suis pas à l'éducation nationale, moi. Allez hop. Ça part sur un déplacement. Non, non, sûrement pas. Messieurs, on peut peut-être faire le tirage, mais en gros, le gym pouvait tomber contre Rennes, Lyon, Strasbourg, Le Puy, Foot 43 pour ce classique, hein, désormais classico de cette Coupe de France. Horrible souvenir. Valenciennes, PSG, et là, Monaco, j'ai cru voir, mène 1-0 contre Rouen pour le dernier huitième de finale. Flo, tu voulais faire un petit point sur les affiches ou pas des quarts de finale? Elles sont Je les avais tout à dégueulasses. l'heure sous les yeux, c'est pour ça que je t'avais dit, mais là, je t'avoue, je les ai plus. C'est pas grave, c'est pas grave. Si je les Mais retrouve, je te Elles le sont dis. dégueulasses. Mais en c'est- gros, en gros, Elles sont en gros, je dégueulasses. crois que je vais en regarder, je gros, vais t'as regarder. Y a pas de... Strasbourg-Lyon, je crois. Et après, t'as Et Valenciennes qui joue Rennes, je crois. Rennes-Valenciennes, non? Ouais, c'est Ouais. ça. En fait, on Et s'est fait couiller. Monaco, le Puy. Ah oui, C'est ça. bah, large. Large. Tu verrais tout qui est fait pour faire une finale Lyon-PSG. Mais j'ai plein d'arguments de positivité. Voilà, sachez-le. Ah, mais moi aussi, hein. Un Moi petit je point préfère. sur le tirage, les gars, peut-être, avant que vous puissiez donner vos avis. Donc, Paris Saint-Germain-Nice, on va y venir. Lyon qui accueille Strasbourg, Le Puy qui reçoit Rennes, et Rouen ou Monaco qui vont eh bien, recevoir Valenciennes. C'est vrai que ça donne pas vraiment envie. Là, comme ça, ouais. Peut-être la victoire de Patrick Vieira au Groupama Stadium, hein, sait-on jamais. Peut-être, Mm. pour le retrouver en demi-finale. Ça, ce serait beau. Mm. À l'Alliance, au Ouais, bon ou en souvenir. finale, et puis ils nous baise, quoi. Oh, tu n'as pas encore encaissé 2022, ça se sent. Flo, on t'écoute pour ton avis un peu sur ce tirage au Parc des Princes. Ben moi, je suis très content. Voilà, je suis très content parce que j'avais envie de prendre un gros, de vibrer un peu dans cette compétition. On va au parc. On l'a fait il y a 2 ans. On reste sur seulement 2 défaites sur les 6 dernières confrontations face au PSG. On est la bête noire du PSG sur les 2-3 dernières saisons. Euh, c'est pas un pari qui m'impressionne. C'est concrètement l'équipe qui nous correspond. On parlait tout à l'heure de transition, ben, on va les transitionner un peu. Et surtout, moi, ce qui me plaît, c'est que ben, ce pari-là, il est loin d'être imprenable. Il est entre la phase aller et la phase retour de la Ligue des Champions, donc ils auront peut-être la tête à autre chose. Je viens de regarder le calendrier. 3 jours avant, ils se tapent Lille ou Rennes, et 3 jours après, ils se tapent Monaco. Il y aura une semaine après, il y aura la Sociedad. Donc, pour eux, en fait, c'est le calendrier de la mort. Il va falloir faire des choix. Et je pense que la priorité du PSG, ce sera la Ligue des Champions. Donc voilà. Et puis nous, on a pratiquement qu'à ça à penser parce que bah, il nous reste 2 tours avant une potentielle finale. Je pense pas que ça nous pompe énormément d'énergie pour le championnat.
Donc j'ai envie de dire, on y va à fond. Et puis de toute façon, si on va au péno, c'est que c'est gagné d'avance vu qu'on a le meilleur gardien au monde sur penalty. Donc C'est vrai que là, tu as balancé une ribambelle d'arguments positifs. J'ai envie d'y croire, là. Tu m'as retourné le cerveau, Flo. ouais, je sais. Non, mais il a raison. Et ce qu'il faut se dire aussi, c'est que je pense que Paris, ils sont dans le même état que nous, hein. Parce qu'il faut pas croire, Paris, c'est pas le meilleur des tirages pour eux aussi, hein. Hmm. Paris, on les a tapés il y a 2 ans en Coupe de France, on les a tapés cette année chez eux. Euh, et puis en plus, il y a même pas débat, quoi. On a plus dominé contre Paris que contre Montpellier, quoi. Mais ça pour dire que pour eux non plus, d'après moi, c'est pas le tirage idéal. Bah, pour Et moi, c'est comme même le le dit pire Flo hein, de en tous ceux plus, qui restent, hein. ah oui, oui, Pour eux, ah, hein. je pense aussi. Ils vont Ah, je jouer pense le aussi. Fariolibus, comme ils appellent tous, parce qu'ils adorent l'appeler comme ça, alors que même tu vas les presser dans Mm. leur surface, mais tout le monde dit que tu mets le Ouais, non, mais bus. c'est clair. Ouais, Voilà. ouais. Euh, Todibo, il va presser dans les 20 derniers mètres de Paris. voilà. Comme au match Ils ont, aller, exactement. ils ont leur gardien, Ouais. ils jouent en après-ski, donc ils sont incapables de relancer court. Enfin, moi, personnellement, c'est un tirage qui me va. Franchement, je préfère prendre ça Mm. que le Strasbourg de Patrick Vieira, Ah, ou j'aurais bien même, aimé une petite revanche contre le Puy, tu vois, juste pour le petit clin d'œil. Ah, moi eh ben, aussi. Moi, alors, ouais, ça moi oui, aussi. mais le problème, c'est qu'on serait allé jouer au Puy. Et là, le terrain Ouais, champêtre, Hmm. ouais, c'est pas faux, Effectivement, hein. il Mais, fallait mais, sous-entendre le déplacement. Oui, Romain. après, moi, le seul X, c'est j'aurais aimé quand même à domicile pour je Ah voir suis le ouais. d'accord. stade plein. Je suis d'accord. Ouais, voilà. C'est Je suis moi, c'est mon d'accord, seul. surtout Mais qu'on a moi, reçu qu'une seule fois là. ouais, voilà. Et moi, franchement, putain, et je l'ai dit, hein, j'ai dit, putain, j'aurais aimé ou un Nice-Monaco ou un Nice-Paris. Et franchement, je voulais taper un gros, mais à domicile, parce Moi que j'aime aussi. bien, tu vois, à retrouver une grosse ambiance et tout, mais je m'en fous, ce sera pour le prochain tour. Ok, ok. Un Nice-Lyon. Hmm. Alors, ouais, mais moi, c'est l'équipe que je crains le plus. En Coupe Ouais, de mais France, justement, là, pour moi, c'est faut Lyon. les taper maintenant. Faut les taper maintenant. Ouais, mais ils sont en mission, là, les mecs. Ils ont plus que ça à jouer. Ils sont en Match mission. programmé, C'est compliqué. messieurs, le 28 février. Pendant que j'étais en train de vous parler, j'étais en train de me faire mon programme, sur quelle date j'allais y aller, les logements et tout. Voilà, Non, mais voilà, c'est sympa la Coupe de j'ai quand France, même hein. envie, de vivre ce moment quand même. J'étais en parkage visiteur. Voilà, on dévie, mais lors du 0-0, époque Galtier, mais en championnat. Avec le poteau de Dolberg. Je sais pas si vous vous rappelez de ce Ah, match. putain, j'y étais moi aussi. Voilà. En parkage? Ouais, ouais, Ok. ouais. Ah, comme quoi, Ouais. deux grands esprits qui se C'est- rencontrent en parkage, euh, ça C'était arrive. c'était la première fois. C'était la première fois que Todibo mettait dans sa poche Mbappé d'ailleurs. Il avait fait un match, mais monstrueux. Incroyable. Je suis Ouais, totalement d'accord monstrueux. avec toi. Ouais. Et on va dire que je vais clôturer en disant que, ok, d'accord, ça me va bien d'aller au Paris Saint-Germain parce que, vu qu'on est la seule grosse affiche, premier contre second, il y a tout un storytelling dont, que vont utiliser les médias. Mais si on peut justement faire une grande prestation, histoire que tout le monde puisse aussi se rendre compte que, bah ouais, il y a eu un peu des matchs ennuyants, mais que globalement, cette saison, on est quand même une équipe, On mérite. on mérite notre position actuelle en championnat, on mérite aussi d'être en quart de finale. Ça pourra faire fermer beaucoup de bouches, et notamment certaines supporters parisiens qui animent des débats sur une radio Et qui nationale. reçoivent 1h30 notre coach en interview, hein. Voilà. Mais ça, Mm. c'est toujours plaisir. Romain, Flo, merci beaucoup. 1h22 d'émission. C'était un peu plus long, mais finalement, un programme assez chargé entre le match, le tirage, et puis le match et le tirage, c'est déjà pas mal. Et puis tous les débats qui s'en sont suivis. Passez une très très bonne soirée. Merci au chat aussi d'avoir été présent. Merci à Mika aussi pour sa venue. Émission à retrouver dès ce soir sur YouTube et sur Spotify. Nous on se retrouve lundi prochain avec Romain, notamment, Oui, s'il me plante oui. pas, pour le On débrief sait jamais. de Monaco, parce qu'il y a aussi un gros match, on n'en a pas trop parlé, mais un gros match dimanche soir contre Monaco. Passez une très très bonne soirée. Merci Flo, merci Romain, et puis à très bientôt. Ciao.